mais la question politique, on va dire, implique beaucoup de données sociales. C'est-à-dire que ne serait-ce que de s'impliquer du point de vue formation, s'impliquer du point de vue entrepreneurial, on est en train de s'impliquer entre guillemets politiquement. C'est qu'il y a la notion effectivement politique au sens stricto sensu du mot, au sens propre comme au sens figuré du mot. Alors, effectivement, nous aussi, on appelle d'une part à ce que les gens s'impliquent davantage dans la chose publique, c'est-à-dire voilà, à s'intéresser à ce qui se fait au Sénégal, à s'intéresser sur les problématiques politiques, sur les problématiques sociales, et surtout sur le politique, et on invite les gens aussi à s'engager, c'est-à-dire à aller, on va dire, investir les partis politiques. Bonsoir, salam Zia. Ici your boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Nous recevons aujourd'hui Bocar Fofana, qui est le fondateur de la chaîne e-media Sunugal Kakanam, fondateur du cabinet Human Resources Advising, ou bien HRA, un cabinet de management et de conseil en ressources humaines, et co-auteur du livre Essai l'audace de s'engager. Bocar, bienvenue au Cercle. Ouais, bonsoir Serigne Modou, merci beaucoup déjà. C'est très gentil de m'avoir convié à cette interview, à ce dialogue. Donc voilà, merci. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs qui te suivent sur tes différentes plateformes. Et puis, très hâte de discuter des sujets que tu aimerais avec moi. Oui, pareillement, j'ai hâte. En tout cas, merci pour tout le travail abattu. J'ai beaucoup faufilé dans ta chaîne YouTube et c'est du travail exceptionnel et c'est un honneur pour moi de t'avoir sur le Cercle d'Influence Podcast. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours? Qu'est-ce que tu fais, ta mission et tout dans la vie, quoi, de manière générale? Ok, déjà, ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc, moi, je suis un jeune Sénégalais, comme toi aussi, hein, qui, qui je pense, à la boulimie du dialogue, de la conversation, de l'entraide mutuelle, de l'apprentissage, de la co-construction. Je pense qu'on a ces domaines de prédilection en similitude, ce qui fait justement qu'on puisse se retrouver. Parce que, comme dit l'adage, ce sont les gens peut-être quelquefois qui se ressemblent, qui s'assemblent, comme on dit. Donc, donc c'est un vrai plaisir, franchement, c'est un vrai plaisir. Et puis pareil, j'ai vu tout ce que tu fais, c'est très inspirant. Franchement, c'est très inspirant. Et je pense que, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein, et comme on l'a écrit, je pense qu'on y reviendra dans le fond du débat, dans le livre que j'ai coécrit avec Abdelafay, un ami à moi. Il est plus que temps que les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains s'engagent sur des problématiques sociales, sur des problématiques politiques, économiques, sur des problématiques éminemment sociales d'une façon générale. Et c'est ce que tu fais, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, dans d'autres domaines. Et je pense que c'est très très intéressant. Voilà, moi pour me présenter brièvement, donc voilà, Bocar Fofana, jeune Sénégalais qui à un moment de ma vie a décidé de faire une mobilité internationale vers la France. Donc je suis arrivé en France en 2014. Donc ça fera plus d'une dizaine d'années que je suis maintenant en France. Et un jeune Sénégalais comme tous les Sénégalais du Sénégal, qui aime beaucoup ce pays, qui aime beaucoup cette patrie. Et puis éminemment africain, qui a un cursus académique de droit d'une part, de sciences politiques et de ressources humaines, et qui professionnellement aujourd'hui s'active dans le domaine des ressources humaines, en tant que manager ressources humaines en France. Et j'ai un côté, moi j'ai la fibre entrepreneuriale. Peut-être que dans le moyen long terme, c'est quelque chose, je l'espère, qui m'occupera à temps plein. Et donc, effectivement, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie et en management qui s'active au Sénégal principalement, mais aussi en France. Et qui a l'ambition de travailler dans les domaines de la communication politique, de la communication stratégique, parce que moi, j'ai un cursus de sciences politiques. Et quand tu fais ces études de sciences sociales, elles peuvent quelquefois te porter vers le domaine du conseil. À côté, effectivement, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre. Et je pense que si je n'avais pas échoué le concours du CESTI à l'époque, c'est le Centre d'études des
sciences et techniques de l'information du Sénégal. Si je n'avais pas réussi, si je n'avais pas plutôt échoué le concours, peut-être que je serais devenu un journaliste. Et donc, c'est Ah cette ouais. fibre-là de la communication, du journalisme, que j'essaie de transposer dans la chaîne YouTube Sunugal Ca Kanam. Oui, quand j'ai eu le bac, quand je suis parti à l'UCAD, j'ai fait le concours du CESTI, mais je l'avais échoué, clairement. Et, mais je pense qu'on y reviendra dans le fond des débats. L'échec, quelquefois, ça ne doit pas être quelque chose qui nous bloque. Bien au contraire. Je pense que si on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut, il y a beaucoup d'autres formes qu'on peut user pour réussir ou pour vivre nos rêves, pour vivre de nos rêves et non pas de rêver nos vies. Et donc, ce qui fait qu'il y a cette plateforme médiatique, Sunugal Ca Kanam, dans laquelle je parle beaucoup des choses, des enjeux publics du Sénégal, de l'Afrique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine entrepreneurial. Et aussi, quelquefois, quand j'ai le temps, je partage les expériences entrepreneuriales que je suis en train de mener au Sénégal et ici. Et aussi, à côté, voilà, une autre passion qui est l'écriture et la lecture. Et donc, on a sorti un essai avec un ami qui s'appelle Abdallah Faye. Donc, on l'a sorti au mois de février 2022. Donc, c'est notre tout premier bébé livresque. Et donc, qui parle beaucoup du Sénégal, qui s'appelle L'audace de s'engager. Une plaidoirie pour un engagement politique plus fort et plus impactant dans le contexte sénégalais et dans le contexte africain. Donc, d'une façon ramassée, si je pouvais me présenter, voilà, c'est un peu certains traits qui caractérisent ma modeste personnalité. Super, super. En tout cas, moi, personnellement, quand tu parlais des jeunes, ça m'a beaucoup touché parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce podcast, parce qu'en off, j'avais pas mal de mentors, je rencontrais pas mal de gens, que ce soit dans les séminaires, dans les formations, au boulot, et c'était des jeunes exceptionnels, compétents. Mais d'habitude au Sénégal, bon, je n'avais pas l'habitude de voir les gens montrer des modèles de référence locaux, quoi. D'habitude, on nous parlait de Tony Robbins, des gens qui vivent aux États-Unis ou ailleurs. Je me suis dit, donc, pourquoi pas créer une plateforme où je vais pas parler, mais je vais inviter des gens compétents qui vont partager leur savoir-faire, savoir-être, pour montrer aux gens qu'on a des modèles de réussite au niveau local. Il y a des gens qui travaillent dans des multinationales, des gens qui travaillent partout dans le monde, sénégalais. Mais le seul quoi qui revenait souvent, c'est que ces gens-là préféraient rester dans l'ombre, en fait. Donc, quand j'ai vu l'intitulé de ton livre, L'audace de s'engager, je me suis dit, peut-être ce serait un argumentaire convaincant pour persuader ces personnes de s'engager politiquement, même si moi, personnellement, j'aimerais pas être un politicien, surtout avec la crise actuelle que nous vivons dans le pays. Donc, comment on peut motiver, inciter, réconforter les jeunes en se lancer dans la vie politique? Alors, oui, c'est une question très importante. Alors, c'est vrai que nous, dans notre livre, c'est vrai que ça s'appelle L'audace de s'engager pour une plaidoirie d'un engagement politique, mais la question politique, on va dire, implique beaucoup de données sociales. C'est-à-dire que ne serait-ce que de s'impliquer du point de vue formation, s'impliquer du point de vue entrepreneurial, on est en train de s'impliquer entre guillemets politiquement. C'est qu'il y a la notion effectivement politique au sens stricto sensu du mot, au sens propre comme au sens figuré du mot. Alors, effectivement, nous aussi, on appelle d'une part à ce que les gens s'impliquent davantage dans la chose publique, c'est-à-dire voilà, à s'intéresser à ce qui se fait au Sénégal, à s'intéresser sur les problématiques politiques, sur les problématiques sociales et surtout politiques. Et on invite les gens aussi à s'engager, c'est-à-dire à aller, on va dire, investir les partis politiques. Parce que pourquoi je dis ça, Céline? Dans tous les cas, tout ce qui se fait au Sénégal est éminemment politique. Tout part du donné, ou plutôt, excuse-moi, de la donnée politique pour revenir à la donnée politique. Tu vois? Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, aussi dans le livre, c'est pas qu'on dit aux gens seulement impliquez-vous politiquement, mais on leur dit impliquez-vous du point de vue entrepreneurial. Tu vois? Impliquez-vous du point de vue formation. Investissez sur vous. Là, pour moi, la meilleure façon d'investir, c'est d'investir sur soi. Parce que quand on investit sur soi, on est respecté. Et comme on a l'habitude de le dire dans le contexte sénégalais, quand bien même on est jeune, là, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas une nombre d'années. Donc, du coup, effectivement, comment il faut faire pour que les jeunes s'impliquent davantage? Il faut les conscientiser, il faut les sensibiliser, il faut leur faire comprendre qu'effectivement, la donnée politique,
même si toi, Serigne Modou, tu dis, bon, je n'ai pas très envie de m'impliquer dans le jeu politique, mais tout ce que tu vis au Sénégal est d'abord politique, est une donnée politique, tu vois. C'est-à-dire, si Je les suis conditions d'accord. sociales, les conditions économiques, si tes propres conditions, si un jeune au Sénégal n'arrive pas à trouver du travail, c'est parce que les politiques n'ont pas clairement fait leur rôle. Tu vois. Et voilà, il y a un grand penseur qui disait que, je pense que c'est Edgar Morin, qui disait que dénoncer est stérile si on est incapable de énoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même toi, depuis ta plateforme, tu apportes ta pierre à l'édifice. Ça, c'est politique. Peut-être que ce n'est pas au sens propre du mot, mais c'est vraiment politique parce que tu essaies d'amener quelque chose qui améliore la cité, qui améliore ta communauté, qui peut-être permettre à des jeunes du Sénégal de voir d'autres références locales, comme tu dis, sénégalais, sénégalo, ou sénégalo, sénégalais, et pas forcément voilà, des références mondiales, quoi. C'est que chez nous, on a des références. Et ça, ces références-là, pour qu'elles puissent s'exprimer, il faut que les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent puissent leur permettre de, on va dire, de s'éclore. Et ces conditions sociales, Serigne, sont garanties par les politiques. Et quand je dis les conditions sociales, c'est les conditions économiques, c'est tout l'environnement. Et il y a un grand, il y a une Sénégalo, une franco-sénégalaise qui s'appelle Rokhaya Diallo, qui a écrit un ouvrage qui est très très bien d'ailleurs, que je recommande à beaucoup, qui s'appelle Ne reste pas à ta place, comment arriver là où personne ne vous attendait. Et il dit dans cet ouvrage que vouloir n'est pas forcément pouvoir. On le dit de façon très épisodique dans le contexte sénégalais. On dit souvent, quand tu veux quelque chose, tu peux le faire. Tu vois, c'est pas forcément vrai. Parce que tu as beau vouloir quelque chose, mais si l'environnement dans lequel tu évolues ne te le permet pas, tu ne peux pas obtenir cette chose. Ou en tout cas, ce sera très très difficile. Donc l'environnement social est encore une donnée politique, ce qui fait que voilà, pour répondre, en tout cas revenir encore à ta question, il faut sensibiliser, conscientiser, montrer qu'effectivement que l'environnement qui nous entoure est politique et il faut s'impliquer, donner des points de vue, proposer des plans de développement pour que la grande communauté sénégalaise puisse en tout cas aller de l'avant. Non, et pour mettre en évidence ce que tu viens de dire, c'est aussi la responsabilité individuelle. Moi, je suis quelqu'un qui croit fortement que la responsabilité individuelle commande le collectif. En fait, les gens, parfois, nous avons tendance à blâmer l'État, à attendre l'État, mais on s'oublie que l'État, c'est nous, en fait. Si chacun prenait soin de sa famille, si chacun, en fait, respectait ses engagements, que ce soit moraux, éthiques, sur le plan familial, si chacun se comportait comme il se doit, la société de manière générale va s'améliorer. C'est pour ça que, en fait, ça me fait trop mal quand je vois les débats politiques au Sénégal. Tu vois des politiciens s'insulter ou bien c'est des débats de folklore, de charabia. Parce que tu te dis, moi, dans ma famille, c'est pas comme ça quand on fait des débats. C'est pas comme ça quand on parle avec nos parents. C'est comme si nos politiques ne reflètent pas les réalités traditionnelles, les principes et valeurs sur lesquels nous avons été en fait élevés par nos parents. C'est comme s'il y a un décalage, quoi. Et plus je vois ce décalage, plus je me sens un peu un peu en fait mal à l'aise, un peu moins intéressé à la politique. Est-ce que c'est à nous de dire que, OK, vous les 1% qui nous gouvernent là, vous ne nous reflétez pas? Comment on veut changer cette dynamique, en fait? C'est ça mon problème. Parce que clairement, tout le monde sait que les politiciens sénégalais qu'on voit partout dans les médias ne reflètent pas les bons citoyens qui vivent, qui travaillent dignement et qui prennent soin de leur famille et qui mesurent leurs paroles et qui font les belles choses dans ce monde-là. La meilleure façon, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on abandonne le champ public. Et quand je dis le débat public, le débat politique, il faudrait que les gens aient peur de débattre. Beaucoup de jeunes d'ailleurs, et beaucoup de Sénégalais, et c'est un peu ce que tu as dit à l'entame de tes propos, ils vont se déclarer un peu apolitiques, tu vois, inconsciemment ou quelquefois consciemment aussi. Alors que dans le fond des fonds, le débat politique et le jeu politique nous impliquent tous. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as rappelé un peu la définition de l'État en disant que l'État, c'est les individus pris dans leur forme collective. Et c'est ça la réalité. L'État, c'est une grande communauté humaine qui ont la volonté de vivre en commun. Autrement dit, la nation. Et donc, c'est cette nation-là qui vont déléguer une partie de leurs responsabilités
à ce que Thomas Hobbes appelait, Thomas Hobbes c'est un grand penseur aussi, à ce qu'il a défini dans un ouvrage qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est un monstre à qui on a délégué une partie de notre souveraineté pour qu'en retour, ce grand personnage nous assure une protection. C'est un peu ce que l'on voit dans l'État. C'est-à-dire que l'État, ce sont les individus, les personnes prises individuellement, qui vont déléguer une partie de leur souveraineté à l'État, qui a la force publique et qui nous garantit en retour l'assurance de notre protection. Comment il faut donc assainir ce champ-là? Ça veut dire que c'est un champ qui nous appartient, nous tous. Si, imagine la grande collectivité, chacun commence à dire non, non, moi ce terrain-là, je ne vais pas, on va dire, je vais pas m'y intéresser. C'est ce que Mary-Teuw Niane disait du coup en fin de compte qui va se produire. Ce sont les plus ignorants d'entre nous. Ce sont les moins préparés d'entre nous. Ce sont les personnes les moins expertes d'entre nous qui vont en fin de compte investir le champ politique. Et à partir de ce moment, que nous ne nous étonnions pas, que ce sont les plus mauvaises, en tout cas les plus mauvais débats, les plus mauvaises expressions qui vont se passer dans le champ politique, parce que ce sont donc en fin de compte les personnes les plus ignorantes d'entre nous qui vont nous diriger. Et donc imagine les personnes ignorantes, lorsqu'elles nous dirigent, là où il y a l'ignorance, ça veut dire qu'il n'y a pas un débat fertile. On est d'accord? C'est sûr, c'est sûr. Là où il y a C'est sûr. l'ignorance, ce n'est pas la conscience, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la raison, ce n'est pas le doute, voilà, ce ne sont pas ces éléments-là, on va dire, intellectuels et philosophiques, cartésiennes, qui vont se produire. Non, au contraire. Donc c'est ce que tu vas remarquer toi. C'est les débats, voilà, ni que, comme on le dit, sans tête ni oreille, si je puis le dire comme ça. Ce sont des débats stériles qui vont se passer dans l'espace public. D'accord? Et donc, il faut donc qu'on s'intéresse davantage pour que tout ça ne puisse pas se reproduire en fin de compte. Il faut que les gens s'intéressent. Il faut que les gens, voilà, parlent, débattent. C'est un peu ce qu'on fait. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu remarques dans le jeu public sénégalais? C'est des appels au meurtre que tu vois. Ouais. Clairement, moi j'en vois des hommes politiques qui disent telle personne, il faut le tuer. Tu vois? Et tu le vois. Et ça, c'est extrêmement grave. Pas plus tard que, tout à l'heure, j'écoutais un éminent journaliste qui est quand même Cheikh Yérim Seck, qui a dit quelque chose qui m'a profondément choqué. Je ne vais pas rentrer dans le fond, ce n'est pas l'objet de l'émission. Peut-être que ceux à qui cela intéressera vont pouvoir aller dans la chaîne YouTube, dans ma chaîne YouTube, ils verront la chronique que j'ai faite dessus. Mais en fin de compte, c'est pour te montrer qu'effectivement, il faut que les gens s'impliquent. Il faut que les gens s'impliquent, il faut que les gens s'y intéressent pour qu'on puisse assainir ce milieu. Parce que ce n'est pas un milieu qui est dédié à 1% de Sénégalais. Bien au contraire, ça appartient à tous les Sénégalais. C'est les 100% de Sénégalais qui doivent s'exprimer. Sinon, on assiste à ce qu'on assiste en ce moment. Ouais, mais c'est ça exactement, c'était ça ma prochaine question. Que penses-tu de la situation actuelle du pays, même au-delà du procès Sonko-Adji Sarr, mais le soulèvement populaire, le combat de la jeunesse, cette quête de vouloir un avenir meilleur malgré toutes les fausses promesses que ça fait 60 ans qu'on nous dise et qui n'aboutissent à rien du tout. Quelle est l'analyse que tu fais de la situation actuelle du pays? Bon, après, c'est dommage quand tu es Sénégalais qui est établi, enfin, en tout cas, qui s'établit à l'extérieur du pays, quand tu regardes ce qui se passe au Sénégal, et même quelquefois en Afrique, c'est très dommage. C'est que ce qui se passe au Sénégal, tu l'as eu en Guinée, d'accord? Des émeutes, des soulèvements, de l'injustice, tu l'as eu en Guinée avec l'ancien président Alpha Condé, tu l'as eu en Côte d'Ivoire jusque dans les années 2000, jusqu'en 2010, avec l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, Laurent Gbagbo qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Tu l'as eu en Gambie avec Yahya Jammeh. Tu l'as eu en Guinée-Bissau avec l'arrivée ou même avant l'arrivée de Oumaro Sissoko Embalo. Tu l'as eu en Mauritanie. Voilà, je veux dire, c'est une problématique africaine. Et maintenant, tu l'as au Sénégal. Et maintenant, tu l'as au Sénégal. Mais Sénégal, quand même, a une historique différente des autres pays, quoi. La conscience démocratique est loin d'être comme, par exemple, Guinée ou Gambie ou les autres pays. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Mais quand tu suis toute l'histoire politique sénégalaise, tu te rendras compte que ce qu'on appelle la démocratie sénégalaise, moi j'ai l'habitude de le dire, c'est un artefact. Un artefact, c'est une construction artificielle de la réalité. C'est qu'en réalité, ce qu'on vit au Sénégal, le Sénégal n'a jamais été un pays si démocratique que ça. Si tu revisites l'histoire de notre pays, on est indépendant en 1960. Avant 1960 déjà, quand les colons étaient là. Mais parlons
d'après l'indépendance. Après l'indépendance, 1962, tu as eu quand même l'une des plus grosses problématiques de notre histoire, l'une des plus grosses tensions politiques entre Senghor et Mamadou Dia. Ça, c'était en 1962. D'accord? Procès en 1963. On condamne Mamadou Dia 12 ans de prison. D'accord? Le juge qui siégeait, c'est ce qu'on appelle, le procureur général près la haute cour de justice, qui était le maître des poursuites et qui représentait la société, n'avait aucune charge à l'égard de Mamadou Dia. Au contraire, il avait dit au juge, il faut lui faire bénéficier de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Au final, il a été condamné 12 ans de prison, il en est sorti aveugle à la prison de Kédougou. D'accord? Ça, c'est 1963. T'as 1968, mai 1968, avec la grève des étudiants. D'accord? Tu quittes 68, c'était des émeutes, beaucoup de Sénégalais sont morts en 1968. Tu viens en 68, dans les années 70, 1980, avec Abdou Diouf. L'élection présidentielle de 1988, il y avait de grosses tensions politiques, beaucoup de morts. 1993, on a assassiné Maître Babacar Seye. Babacar Seye, ouais. C'était le vice-président du Conseil constitutionnel au Sénégal en 1993. Il a été assassiné. D'accord? 1993, tu arrives dans les années 2000, Abdoulaye Wade, ce qui s'est passé en 2007, beaucoup de morts en 2012 sur Abdoulaye Wade, une dizaine de personnes, Mamadou Diop qui est mort à la place de la nation. D'accord? Ça c'est 2012 et aujourd'hui, mars 2021. 2021 et aussi 2023. Ouais. Donc pour te montrer, Céline, que quand tu analyses l'histoire de notre politique, ça a toujours été émaillé de tensions et de meurtres. C'est clairement c'est ce qu'il faut dire. Et dans une démocratie, cela ne se passe pas comme ça. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, comme on dit basiquement, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. On est d'accord. Donc dans une démocratie, on ne tue pas. Donc, on ne peut pas se prévaloir de la chose suivante en disant que les autres pays qui nous entourent en Afrique de l'Ouest sont des pays paisibles parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. Chez nous, on est démocratique parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État, mais en lieu et place, on tue les gens. Et on a des présidents qui ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est ce qui se passe au Sénégal. Donc, qu'est-ce que cela montre? Ça montre tout simplement, c'est ce que Montesquieu disait d'ailleurs, que le pouvoir rend absolument fou. Et c'est une réalité en Afrique. Au Sénégal qui plus est. Et c'est pour ça que je te dis, la démocratie sénégalaise est un artefact. C'est une construction artificielle. On est démocrate que de façade. C'est pas parce qu'on n'a pas connu de coup d'État qu'on est un pays démocratique. La démocratie est beaucoup plus poussée que ça. La démocratie, c'est au-delà du pouvoir, on va dire, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie implique une justice sociale. La justice sociale, c'est le respect du droit des citoyens. La justice sociale, c'est ce qu'on appelle la redistribution des richesses. D'accord? C'est ce que Nancy Fraser appelle la redistribution des richesses, une politiste américaine. Il faut que les citoyens aient confiance à la justice, aient confiance à leur système politique et que leurs droits et libertés soient respectés. Comme le dit notre l'article 2, le titre 2 de la Constitution du Sénégal, des droits et libertés du citoyen sénégalais. Aujourd'hui, tous ces éléments-là que je viens de te citer, redistribution des richesses, justice sociale, équilibre des pouvoirs, il y a problème. Donc, est-ce que réellement, on est si démocratique que ça? C'est pour ça que je te disais que je pense que la démocratie sénégalaise est véritablement un acte. En fait, d'une part, j'avoue et je confirme, mais moi, je l'analysais. Bon, peut-être on n'a pas les mêmes indicateurs de jugement d'une démocratie parce que, par exemple, imagine au Sénégal, on a connu 5 modifications de la Constitution, 1960, 63, 2001, 2007 et 2018. Donc ça reflète pas un pays démocratique parce que ça veut dire que n'importe quel moment, on peut toucher la Constitution. Sur ce point-là, aussi avec toutes les raisons que tu viens d'énumérer, tout à fait. Mais sur le plan international, tant qu'il n'y a pas eu un changement ou bien une prise de pouvoir par l'armée ou par exemple un coup d'État, on considère que le pays est connu pour être démocratique, même si ça ne reflète pas la réalité. Mais sur la base de tout ce qui se passe là, en fait, moi, ma question c'est comment on peut faire pour changer la donne? Parce que quand même, depuis 1960, on revit la même histoire se répète. Est-ce que parce qu'on est facile à duper, ou bien on n'est pas conscient, ou bien on choisit tout le temps les mauvaises personnes? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Parce que moi, je me rappelle bien quand
je suis né en 92. Je me rappelle bien quand j'étais gamin, j'entendais mes parents avoir les mêmes conversations que nous actuellement, nous sommes en train d'avoir en fait au Sénégal. Et je peux vous garantir que mes grands-parents ont eu les mêmes conversations. Donc, où est l'évolution en fait? Démocratie sans évolution n'est pas une démocratie. Mais en même temps aussi, un peuple sans évolution, peut-être c'est pas un peuple bien engagé ou bien instruit. Je ne sais pas. En fait, c'est ça Toi, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne parce qu'on en a marre? Ouais, je suis d'accord, on en a plus que marre. Je pense que ce qui se passe, il y a plusieurs fléaux qui rentrent en jeu on va dire dans les problématiques qu'on est en train de vivre et de voir aujourd'hui dans le contexte politique sénégalais. La première problématique, c'est qu'on a un régime. Notre régime politique, déjà, c'est un régime qui est importé. D'accord? C'est un régime qui est importé de la France. Voilà, on a été colonisé par la France. Bon, on s'est dit, le plus simple, c'est de prendre le régime français et de l'incorporer, de l'implémenter dans le contexte local sénégalais. On a tout importé de la France. Aujourd'hui, on a tout importé. Le système sénégalais est à peu près à 90% ressemble à ce qui se fait en France. Mais la grosse problématique, c'est que lorsque les institutions françaises évoluent, les institutions sénégalaises n'évoluent pas. Elles stagnent. Tu vois? Aujourd'hui, au Sénégal, et ça, c'est une problématique même africaine, la personnalité du président de la République pose problème. Si tu vas en profondeur, quand tu analyses, quand tu rentres dans le fond des choses, politiquement, ce qui nous arrive politiquement, je dis, qui implique aussi des conséquences sociales et économiques, c'est que quelquefois ça émane de la volonté d'un chef. Et aussi, l'autre élément qui rentre en compte, c'est que quelquefois on a un peuple qui n'est pas très instruit. Donc il y a des dynamiques qu'on ne comprenne pas. Tu vois? Et donc, pourquoi la posture du président de la République pose problème? Parce que dans notre système juridique et même présidentiel, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Ouais. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Et à partir du moment où tu as tous les pouvoirs, même si tu étais animé par de grands principes, par de fortes convictions, si tu arrives au pouvoir et que tu as des laudateurs autour de toi qui s'y rajoutent, très facilement, tu as la folie des grandeurs. Tu vois? C'est-à-dire que tous les propos que tu as tenus hier, tu peux les renier aujourd'hui parce que les laudateurs qui sont autour de toi ne te disent pas la vérité. Si on prend tout simplement l'exemple du président Macky Sall, on a tous vu qu'il parlait avec de grandes convictions quand il disait moi le mandat, machin, etc. J'en ferai pas, 2019, je ne suis pas dans la logique, etc. Ouais, tu voyais de la sincérité dans ses actes et dans ses paroles. Aujourd'hui, si tu lui reposes la même question, le gars ne te répond pas. Il a changé, ouais. Il a complètement viré à 360 degrés, quoi. On est d'accord, que tu sois avec lui ou tu n'es pas avec lui, tu vois qu'il y a un problème. Aux États-Unis, on vote depuis je ne sais quelle année. Ils ont l'indépendance depuis 1700, je ne sais combien d'années. Tout président de la République qui arrive, il sait qu'il fait un mandat, un second mandat et c'est fini. En France, que tu sois Macron, Marine Le Pen, qui que tu puisses être, tu arrives, tu fais un mandat, tu t'en vas. Ce n'est qu'en Afrique et au Sénégal, tu arrives, tu fais de grandes promesses, au bout du compte, 10 mois après, tu peux te permettre de dire ce que tu veux. Parce que tu as tous les pouvoirs. Et la problématique, c'est parce qu'on n'a pas d'institutions très fortes et des hommes de valeur qui les incarnent. C'est-à-dire, on pouvait avoir, le président de la République pouvait avoir tous les pouvoirs, mais à côté, tu as un pouvoir législatif qui est très fort, un pouvoir judiciaire qui est très fort. Le président ne ferait pas n'importe quoi. Tu vois? Mais dans notre système, il a tous les pouvoirs. Il nomme aux emplois civils et militaires. C'est le père de la nation. C'est le papi de la nation, si je puis le dire. C'est le garant de je ne sais quoi. Facilement, il y a des dérives. Et donc, l'une des solutions très fortes qu'on doit faire aujourd'hui au Sénégal, c'est de changer de régime politique. C'est qu'il faut passer à un système hyper présidentiel du président. Le président aujourd'hui, il n'est même pas super puissant. Il est hyper puissant, notre président de la République. S'il voulait, toi, Serigne Modou, que tu ne dormirais pas à Paris, je te promets que tu ne dormirais pas. Je suis d'accord. Non, il est super puissant. Donc, ce qu'il faut quitter le régime hyper, non pas super. Là, on est dans un régime hyper présidentiel. Et arriver à un présidentialisme modéré. Qu'il y ait de réels contre-pouvoirs. C'est-à-dire que si Macky Sall demain se lève pour dire non, mais moi, en 2024, je ne sais pas, c'est des questions d'ordre politique.
et non pas juridique, alors que pour beaucoup, la Constitution a déjà tranché la chose, qu'il y ait des institutions qui vont lui dire, hey, monsieur le président de la République, les élections présidentielles, c'est le 25 février 2024. Au 24 février 2023 à minuit, tu en as fini avec Ouais, le pouvoir. ouais, tu es De plus gré, président. Ouais. de gré ou de force. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas dans une monarchie, on n'est pas dans un royaume, on est dans une démocratie où on délègue à un président une partie de notre souveraineté. Donc la solution pour moi, elle est toute simple. C'est qu'il faut changer de régime politique, tout simplement. Et derrière, ce qu'il faut faire par contre, c'est d'éduquer les masses. Il faut que les masses s'éduquent. Si tu prends l'exemple de la France, si Macron aujourd'hui, par exemple, se mettait à déclarer oui, tu vois, qu'il y a un peu de suspicion, je suis sûr, c'est le peuple français qui va demain sortir dans la rue pour lui dire, hey mon gars, non, stop. Tu vois, tu l'auras pas ça au Sénégal, bien au contraire. Voilà, si j'ai pu faire très court. Non, non, je suis parfaitement d'accord. Et en même temps, c'est une bonne transition parce que tu parlais de l'éducation des masses. Et ce que j'aime avec ce que tu fais, c'est que tu vois en fait un fil conducteur logique. On a parlé de l'engagement civique, la politique. En même temps, avec ton cabinet Human Resources Advising, Là, on est dans un autre tu, domaine, là. dans un autre domaine, c'est ça. Donc, mais quand même, ça entre quand même dans le domaine de la formation, tu vois, développement des compétences des jeunes. Oui, oui, et je pense que c'est important aussi parce que un peuple bien éduqué est un peuple souverain. Et on connaît tous le taux d'analphabétisme du Sénégal. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est stupide, hein, parce que ne pas faire l'école, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. C'est autre chose. Je connais des bords plus intelligents que des docteurs et des Ah ingénieurs. bah, tu prends Serigne Mais Mboup, hein. Serigne Mboup, moi, ah je le ouais, sais tout le temps, c'est un modèle, il n'a pas fait l'école, hein. Il a créé ouais, des ouais. emplois que beaucoup d'intellectuels au Sénégal n'ont pas fait, hein. Hmm. Je suis parfaitement d'accord. Donc, du coup, avec ton cabinet, comment tu actives dans le développement des compétences et quels sont les défis que tu rencontres actuellement dans ce domaine-là, que ce soit ton voyage au Sénégal, tu as eu à rencontrer beaucoup de jeunes, et quelles sont les leçons qui ont été tirées de cette expérience, en fait? Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est que la transition qu'on a fait, quitter le domaine analyse politique et arriver dans le domaine entrepreneurial. Et je pense que c'est un des domaines les plus importants. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, si on veut résorber le taux de chômage au Sénégal, l'entrepreneuriat est je veux dire, est un moyen. Tu vois. Mais il faut accompagner les jeunes parce que voilà, moi effectivement j'ai fait un voyage professionnel récemment dans le cadre du cabinet au Sénégal. Tu vois beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses qui évoluent parce que moi ça faisait 5 ans que je n'étais pas parti au Sénégal physiquement, Ouais, mais je ouais. m'intéresse naturellement au Sénégal tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, tu vois. Et du coup, effectivement dans le domaine du cabinet Human Resources Advising, moi je me suis dit quelque chose. J'ai fait une remarque en fait. Quand on faisait des campagnes de recrutement, il y avait beaucoup de jeunes Sénégalais qui postulaient. Mais quand je voyais la façon dont ils postulaient, enfin, ça m'intriguait, ça me choquait énormément. Parce que tu vois, quelqu'un, tu lances un poste, moi j'ai lancé des postes au Sénégal, de recrutement sur des postes de consultant en communication et développement par exemple. Et on avait des gens, lorsqu'ils candidataient, bah, ils ne me mettaient que le CV en pièce jointe. Il n'y a pas de bonjour. Non, que le CV en Ouais. pièce jointe. Il n'y a pas d'objet, réponse, il n'y a rien. Ils me mettent que le CV. C'est Quelquefois, extraordinaire. ah non, quelquefois ils me mettent que le CV. Quelquefois le CV il est en Word. Donc ça veut dire que moi j'ouvre le CV avec mon ordinateur, le CV il est désintégré. Quelquefois ils m'écrivent le CV en corps de mail. Tu vois. Donc vraiment j'ai remarqué que c'était n'importe comment. Et n'importe quoi. Et donc c'est là où je me suis dit non, bah écoute, moi du haut de ma très modeste expérience en ressources humaines quand même, je vais mettre en place une formation. Parce que dans le domaine de notre cabinet, on est dans la stratégie et le management. Et dans le management, l'idée, c'est de faire de la gestion de ressources humaines. C'est-à-dire que toi, par exemple, au niveau de cercle influence, voilà, tu veux recruter des gens au Sénégal, tu me dis, ben, Bokar, dans le cadre de votre cabinet, j'aimerais que vous vous occupiez du volet recrutement. Tu vois, recrutement, rédaction du contrat pour qu'on puisse se conformer au droit social sénégalais, donc au droit du travail sénégalais. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises au Sénégal qui ne respectent pas le droit du travail au Sénégal. Et ça encore, c'est l'une des problématiques qui fait qu'on est sous-développé. Parce que même les entreprises qui sont au Sénégal n'ont pas tendance à respecter le droit du travail sénégalais. Et donc, on emploie des gens dans la misère en fait et la précarité. Tu vois, je te donne un exemple tout bête. Depuis 2015, il y a un décret qui est sorti par le gouvernement du Sénégal qui quand même essaie de réguler le contrat de stage au Sénégal. Et le contrat de stage au Sénégal, c'est le contrat le plus usité.
C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui au Sénégal utilisent le contrat de stage, ce qui est aussi normal parce que, enfin normal, je mets des guillemets, mais ce n'était pas encadré. Il y en a beaucoup, on te prend au Sénégal, dans la coutume, on dit, bah, t'es stagiaire sur Modou, c'est pas grave, tu vas apprendre, voilà, tu fais tout ce qu'on te dit de faire, tu fais du café, tout ce que tu veux, et même si on te paye pas... Tu vas faire les courses. Voilà, et même si on te paye pas, ce n'est pas grave, enfin, c'est dramatique. Moi, je vis en France, enfin, même si je crée aujourd'hui une entreprise au Sénégal, impossible que je m'inscrive dans la même juste et coutume des entreprises sénégalaises, tu vois. Et donc, les gens que je rencontrais, je leur demandais des fois s'ils étaient des stagiaires, mais est-ce que tu es payé? Personne n'est payé en stage. Ok, bah, quelquefois ils sont payés à 50 000 francs CFA. Je dis, mais quand même, à un moment donné, 50 000 francs CFA sur un poste de stage, il ne faut pas déconner. Et même la loi ne le dit pas, ça. Il faut rémunérer maintenant obligatoirement les stagiaires. Il faut qu'ils aient des congés payés, obligatoirement. Dans le contexte actuel sénégalais, personne ne respecte cette loi qui est sortie depuis 2015. C'est le décret du 12 février 2015. Mes enfants, si je reviens donc à ta question plus concrètement, donc moi je vois ça, je dis bah, dans le cadre de mon cabinet, je vais mettre une formation que j'ai appelée la pratique et l'insertion professionnelle. Parce que notre problème, c'est que les jeunes, on ne les forme pas à se professionnaliser. Tu vois, on peut nous enseigner de grandes choses. Moi j'ai vu des jeunes qui ont des masters en finance, en comptabilité, etc. Pourtant, lorsque tu vois leur CV, tu ne vas jamais les recruter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et pourtant, ils ont un CV, ils ont un parcours. Enfin, mais on leur a, ne serait-ce que comment faire un CV, on ne leur apprend pas ça. Surtout l'art de se vendre aussi, quoi. L'art de se vendre. L'art de se vendre. Et d'ailleurs, dans le cadre de ma formation, je le dis aux jeunes, parce que là, on va lancer la deuxième édition de la formation, parce que j'avais fait la première promotion et là, on lance la deuxième à partir du 15 juillet. Et je ferai toujours au Sénégal le dernier cours, je le ferai à Dakar entre le 23 septembre et le 2 octobre. Parce que voilà, moi, j'ai très envie de faire les cours en ligne, mais tu vois, j'ai envie de les voir physiquement, tu vois, pour les conseiller et parler avec eux. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, c'est ce qu'on a fait récemment au Sénégal, dans le cadre de la première promotion. Et donc, moi, je leur dis que dans le marché du travail, vous êtes des produits. C'est de la même façon où, par exemple, la fête de Tabaski, notre papa là, il va aller, les moutons là, on ne va pas prendre n'importe quel mouton, hein. Ouais. Tu vois, on prend un bélier avec des cornes, tu vois, qui est bien foutu, etc., etc. On ne va pas prendre n'importe. Et je leur dis, dans le marché du travail, c'est la même chose. Vous êtes des produits. Vous êtes comme le poulet qu'on va aller choisir au marché. Ça veut dire quoi? Il faut bien vous vendre. Et bien vous vendre va commencer par bien postuler à une offre d'emploi. Et bien postuler veut dire quoi? Faire un CV bien, une lettre de motivation, répondre correctement à une offre d'emploi. Et c'est ce que je leur enseigne dans le cadre de cette formation que j'appelle la pratique et l'insertion professionnelle. Comment bien se vendre, comment réussir un entretien de recrutement, comment, on va dire, se professionnaliser dans le contexte sénégalais, maîtriser le contrat de stage, parce que bon, il est important que des jeunes connaissent le contrat de stage. Il y en a beaucoup, ils ne le connaissent pas. Ils vont aller faire un stage, mais ils ne savent même pas que ça a été régulé. Ils ne savent même pas qu'ils ont le droit d'être payés. Et donc, ce sont tous ces éléments-là, ces astuces professionnelles et comportements du quotidien que j'essaie de développer dans le cadre du cabinet de conseil. Et aussi parce que je pense, voilà, pour revenir toujours à ta question, qu'il faut former les gens, il faut les conscientiser. Et c'est ma petite pierre à l'édifice par rapport à ces choses-là. Et ce sont des choses auxquelles je crois profondément pour notre développement. Non, c'est super. Et ça tombe bien parce que tu parlais du droit social. L'épisode qu'on va sortir ce dimanche, je l'ai fait avec un juriste social et on a abordé en profondeur la notion du travail, contrat, les liens hiérarchiques, subordination et tout ce que tu viens d'énumérer là sur la réalité actuelle du pays en termes de stage et en termes de rémunération. En même temps aussi, pour revenir sur l'art de se vendre, je pense que aussi les gens doivent comprendre que personne n'est parfait et que parfois c'est important d'être honnête avec soi et de travailler sur ses défauts. Par exemple, moi, là, tu me vois un peu confiant, mais avant, j'étais timide, je bégayais, j'avais du mal à communiquer. Donc, du coup, je suis allé me former dans des séminaires. J'ai fait pendant 2 ans Toastmaster, qui est une association internationale qui permet de développer son art oratoire avec des teneurs de rôle. Par exemple, tu fais un discours, tu as un veilleur, un grammairien, un évaluateur qui t'évalue. Avant, j'étais timide, donc je suis allé à la salle d'entraînement, j'ai appris pas mal de choses. Donc, pour dire que
si vous voulez vous vendre, en fait, on n'est pas tous devenus un jour un Messi ou Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, personne ne peut, on peut pas être tous des Messi ou Cristiano Ronaldo, mais ça va pas dire qu'on peut pas avoir une vie saine, digne. On peut pas évoluer d'un point A à un point B. Mais pour que ça arrive, c'est important de faire son diagnostic, son état des lieux et de reconnaître ses défauts et d'aller chercher de l'aide. D'où l'importance du mentoring et du coaching. Et aujourd'hui, avec l'Internet, je pense qu'on n'a plus d'excuses. Que ce soit au Sénégal ou n'importe où dans le monde, tu peux écouter, par exemple, la chaîne de Bokar Sunugal Tchakanam, lire son livre, développer des compétences et puis les pratiquer dans le monde réel, quoi. Est-ce que quand t'es... allez-y, ouais, vas-y. Vas-y, non. En fait, j'étais ça. Mais en fait, je disais que quand tu es allé au Sénégal, j'imagine que tu as dû rencontrer ce mindset un peu de victime, cet esprit de victimisation. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes et aussi tu peux commenter sur ce que je viens de dire aussi? Ouais, enfin, tu as parfaitement raison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est d'investir sur soi. Parce que ça ne se perd pas, tu vois. C'est d'investir sur notre propre personne. Tu vois, à emmagasiner le maximum de connaissances. Parce que comme disait Charanta Diop, à connaissance égale, je pense qu'il disait la vérité triomphe. Je crois que c'est ça. Si je ne Ouais. m'abuse. Et donc c'est très important qu'on investisse sur soi, sur nous-mêmes, sur notre personne. Tu vois, parce que ça va permettre d'aller de l'avant, ça va permettre de ne pas avoir de complexe, ça va permettre de réaliser ses rêves, de vivre de ses rêves et non pas de rêver sa vie. Pour moi, c'est très important, tu vois. Je t'ai donné l'exemple. Moi, j'ai fait le concours du CESTI parce qu'à un moment donné, plus jeune, quand j'ai eu le bac, je me suis dit, bon, le journalisme, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et donc, j'ai fait le concours du CESTI. J'ai été recalé au test psychotechnique. Après, j'en ai pas fait un tas. Je continue mes études de droit. Aujourd'hui, j'ai ma chaîne YouTube où je fais un travail quelquefois journalistique, même si je ne suis pas journaliste. En tout cas, suivant le code de la presse sénégalaise, je ne suis pas un journaliste, tu vois. Mais je peux dire que quelquefois, je fais un travail journalistique. Et le journalisme, ce n'est rien d'autre que de collecter de l'information, de traiter l'information et de diffuser l'information avec éthique et déontologie. C'est-à-dire que tu ne dénatures pas les choses. Voilà, tu ne racontes pas de la... Excuse-moi, tu ne racontes pas de la merde. Voilà, D'accord. Tu dis la vérité en fait. C'est ça le journalisme, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, ce que tu fais, c'est du journalisme. Voilà, les médias. Je l'ai pas, ouais, je l'ai pas appris. Hein. Tu essaies, je l'ai pas appris pour dire qu'en fait, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite, justement. Si on veut, on peut quoi. Si on veut, on peut. Et donc, à travers les médias sociaux aujourd'hui, que nous offre, on va dire, l'émergence de l'Internet, écoute, ce que je pouvais faire au CESTI, c'était quoi? C'était d'analyser des choses, de décrypter des choses. On est d'accord. Si tu deviens journaliste, c'est ça. Je le fais dans ma chaîne YouTube. Et je le fais en toute liberté et en totale transparence. Et je fais ce que je veux. Et je n'ai pas de patron dessus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ouais, et ça, c'est un mindset qu'il faut avoir. De se dire, ok, il y a un échec quelque part. Comment je peux faire pour contourner la chose? Et me dire, écoute, ce n'est pas la fin du monde. Quoi. Après, je suis d'accord, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est au Sénégal. Ce n'est pas évident. Franchement, ce n'est pas du tout évident. Il faut aussi je suis d'accord. se dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que toi, tu viens du Sénégal il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas évident. Mais tout est possible dans la vie. Il suffit d'avoir de l'abnégation, de la volonté et d'y croire. Et surtout d'y croire et de ne pas écouter les autres. Moi, quand j'ai des idées, je n'écoute personne. Enfin, personne, entre guillemets. Mais, ouais, je peux dire que je n'écoute personne en fait. Parce que quand tu écoutes les gens, quelquefois, ceux qui t'aiment, c'est pas par méchanceté, mais ils ont peur que tu échoues en fait. Tu veux lancer une chaîne YouTube, tu veux lancer quelque chose, même toi, à cette influence, quelqu'un va te dire, bon, il y en a beaucoup qui le font quand même. Hein, est-ce que tu vas être suivi, quoi? Tu vois? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont venir répondre à ton invitation? Essaie. Essaie, tu verras si ça marche ou pas. Parce que quand tu essaies, tu verras, il y a des chances que ça marche, il y a des chances que ça ne marche pas. Quand tu n'essaies pas, ça ne marchera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Mais moi, je pense que voilà, j'ai pas vu beaucoup de jeunes qui se sont victimisés. Enfin, j'en ai pas rencontré tant que ça.
c'est vrai que voilà, moi j'étais parti pour faire une formation, enfin, parce qu'on avait une formation en distanciel que je développais et du coup j'ai fait la dernière partie de la formation pendant une journée avec mes étudiants. C'était très intéressant, ils étaient très engagés, franchement très dégourdis. Il y a des étudiants qui sont venus au-delà des Thiès pour faire le dernier cours avec moi. Tu vois, c'était énorme. Donc ces jeunes-là, ils sont hyper motivés. Enfin, ils demandent qu'à réussir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, voilà, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut se comporter Non, je aujourd'hui suis au d'accord, Sénégal en je étant suis jeune. d'accord, je suis d'accord, super. Donc, il me reste juste quelques minutes, là, 5 à 10 minutes. Donc, j'ai juste quelques questions d'introspection. Bon, parce que dans le cercle, on a l'habitude de montrer l'aspect expertise, compétences, parcours, mais en même temps d'humaniser nos invités pour montrer aux gens que le chemin n'a pas été simple et que on n'est pas parfait, il y a des hauts et des bas. Donc, ma question est-ce que tu as une insécurité actuellement que tu essaies de combattre? Une insécurité. Enfin, je ne sais pas si je peux faire cette confidence. Je pense que bah, tu auras l'exclusivité. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai pas eu la chance de grandir avec mon père. Tu vois, j'ai pas grandi avec mon père. Et je connais pas mon père. Pour diverses raisons que je pense que c'est pas la peine de le dire aujourd'hui. Mais et c'était pas une peur, c'était pas une insécurité. Mais tu vois, comme tous les enfants de ton âge, tu vois, tu aurais quand même voulu avoir ton père à côté de toi, quoi, tu vois. Des fois, tu te posais la question, mais genre, voilà, quoi, tu vois. Et du coup, je sais pas si je peux dire c'est une peur ou... Entre guillemets, ça a été une insécurité, entre guillemets. Parce que pourquoi entre guillemets, moi j'ai toujours eu ma maman à côté de moi, tu vois, qui a toujours été à la fois maman, père et tout, tu vois. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je raconte ça quand même, hein. T'as vraiment de la chance, hein. Ouais. Mais vraiment, ouais, ça a été entre guillemets une insécurité, une petite peur, tu vois. Et tu te disais quand tu étais un peu gamin, enfin, ouais, mais comment tu fais pour t'en sortir, etc., tu vois. Et à un moment donné, moi, j'étais conscient que je ne peux réussir que grâce à mes études, tu vois. Que grâce à mes études. Parce que j'avais pas, moi, je n'étais pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, une cuillère d'or dans la bouche, comme la plupart des jeunes Sénégalais aussi, hein. Et, euh, et mes études devaient être ma seule source de réussite, tu vois, familiale et professionnelle. Et surtout professionnelle. C'est-à-dire trouver un travail, être à la sécurité financière, tout ce que tu veux, tu vois. Et ça a été, on va dire, le moteur de toute la motivation qui m'a animé jusqu'ici, honnêtement. Donc voilà, peut-être que... Non, mais je comprends parce que même il y a beaucoup de personnes qui sont passées, mais à chaque fois, je me rends compte que c'est leur peur ou leur insécurité qui les a propulsés en fait dans une réussite ultérieure, quoi. Que parfois en fait, c'est plus une bénédiction qu'une malédiction, mais on s'en rend compte tardivement. Mais la réalité, c'est que Dieu fait bien les choses, quoi. Même si au moment, oui, même si au moment t'es à l'instant présent, ça peut être douloureuse, ça peut être difficile, mais en fin de compte, tout finira par bien s'arranger, quoi. Ouais, clairement. Non, mais moi, ouais, c'est vraiment enfin, la chose enfin, c'est là où je me suis dit, non, il faut que tu te battes, il faut que tu avances. Parce que voilà, quoi, tu vois, c'était toi et ta mère, tu vois, et du coup, il faut que tu avances, il faut que tu te battes pour elle, surtout pour elle, tu vois, et pour ta famille, tu vois, et ça a été vraiment le moteur de. Et jusque-là, d'ailleurs, c'est le moteur, on va dire, de motivation et toute la source d'abnégation qui m'anime, tu vois, qui fait au quotidien que tu veuilles te surpasser parce que justement, bah, toi, tu as, entre guillemets, bah, personne, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose pas souvent et que tu aimerais qu'on te la pose de temps en temps? Hum. Est-ce qu'il y a une question que j'aimerais qu'on pose et qu'on pose pas pour longtemps? Non, pas forcément, honnêtement. Non, là. Ok, ok. Et quelle est ta définition de la réussite pour toi? Ah, intéressant ça. Il y a un grand cinéaste sénégalais qui s'appelle Moussa Sen Absa. Moussa Sen Absa qui disait que quand on lui a justement posé une question assez similaire, c'est quoi la réussite pour toi?
Et il a dit, la réussite pour moi, c'est de réussir, certes pour moi, tu vois, de pouvoir avoir cette autonomie-là intellectuelle, financière, parce que aussi quand on parle de réussite, on pense forcément aux finances. Hein. Mais la réussite, enfin, il disait, c'est cette capacité qu'il a à étendre tout ce qu'il a auprès de sa communauté. D'abord, auprès de sa famille, auprès de son quartier, auprès de sa communauté, auprès de son pays. Moi, c'est la même définition de la réussite que j'ai. C'est-à-dire que moi, la réussite, ça ne veut pas juste dire avoir du travail, avoir une maison, avoir une femme, mes enfants et ma femme, et c'est fini. Non, pour moi, ça c'est hyper basique et c'est très réducteur. Moi, la réussite, c'est avoir la capacité d'avoir un impact, d'avoir un impact autour de moi. Toute la science, entre guillemets, que j'ai, que je puisse la partager avec les autres, qu'ils puissent se réaliser eux aussi. Tu vois? Et moi, ça a été toujours le moteur de ma vie. C'est-à-dire, c'est pouvoir partager ce que je sais, les conditions dans lesquelles je trouve qui m'ont un peu favorisé, que je puisse les partager avec les autres, avec mes amis, avec ma famille, tu vois, avec les personnes qui ne me connaissent pas, par exemple, grâce à cette chaîne YouTube Sunugal Siganam, ou grâce à mon cabinet de conseil, d'avoir un impact durable auprès des personnes, tu vois. Moi, c'est ça ma notion de la réussite. C'est le sens du partage, c'est le sens de l'entraide, c'est le sens de la co-construction et le sens de pouvoir permettre à l'autre de s'élever grâce, on va dire, à la modeste expérience que tu as eue. Moi, c'est ça ma conception de la réussite et que j'essaie de véhiculer auprès des miens, quoi. Non, et c'est une cause, c'est une définition très noble aussi. Maintenant, si tu devais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à toi-même il y a 20 ans, par exemple, 15 ans? Quel conseil je m'aurais donné il y a 10 ans? Ou même 20 ans, ça dépend. Choisis le timeline que tu veux. Juste pour montrer l'évolution, quoi. Justement, ouais. C'est vrai que j'ai un peu pensé à ça. C'est-à-dire que, non, je ne pourrais pas répondre à cette question dans la mesure où, il y a 10 ans, il y a 20 ans, pour moi, tout ce que j'ai réalisé ou tout ce que j'ai fait, enfin, il n'y a aucun regret, quoi. Tu vois? Parce que tu apprends de tout ce que tu fais dans tous les cas. Et c'est parce que tu ne fais pas des efforts ou c'est parce que tu ne poses pas. C'est l'être humain qui est comme ça. Tu vois, tu ne peux pas faire d'erreurs ou d'actes inconscients tant que tu n'auras pas posé des comportements ou des actes. Après, le plus important, c'est que tu puisses apprendre et tirer de bonnes choses et aller de l'avant. Tu vois. Donc, moi, j'aurais dit il y a 10 ans, il y a tout ce que j'ai fait il y a 20 ans, il y a 10 ans, je n'ai aucun regret. Franchement, je n'ai aucun regret. Au contraire, j'essaie d'apprendre, j'essaie de positiver. Pour moi, c'est le plus important. Voilà. Super. Dernière question. Quelles sont les personnes ou les livres qui t'ont marqué dans la vie? Je vais commencer par les personnes. Moi, les personnes qui m'ont marqué, ou même la personne qui m'a marqué, c'est ma mère. Tu vois, moi c'est ma mère. Il n'y a pas une autre personne qui m'a marqué fondamentalement dans la vie à telle enseigne d'en faire une référence absolue, si ce n'est ma mère. Après, il y a bien évidemment d'autres personnes, mais si je pouvais t'en citer juste qu'une, quoi. Tu vois, j'en ai d'autres, hein, bien sûr. Si, je vois. Voilà, j'en ai d'autres dans ma famille. Et quand je dis c'est ma famille, parce que tu sais, la famille, c'est le cercle de sociabilisation, comme on dit en sociologie. C'est le premier cercle dans lequel tu as tes références, tes modèles, etc. Moi, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs, parce que chez ma mère, je trouve tout ce qui est abnégation, je trouve tout ce qui est motivation, je trouve tout ce qui est envie d'aller de l'avant, je trouve tout ce qui est envie d'aider l'autre, je trouve tout ce qui est envie de construire, je trouve tout ce qui est envie de mettre des choses, de les réussir et de pouvoir impacter. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres modèles ailleurs si ce n'est elle. Donc, pour te répondre, pour faire court, non, je dirais très simplement ma mère, ma maman. Pour moi, les livres. Une référence. Les livres. Les livres, pas mal. Là, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai beaucoup. Oui, je peux les voir derrière toi, quoi. Je peux le voir dans le background. Non, je taquine. Oui, mais les livres, oui, parce que moi et les livres, c'est vraiment une longue histoire. Hein. Moi, j'ai toujours été un élève très très tôt qui a été intéressé par les livres, qui a été intéressé par l'écriture, tu vois. Le livre, moi, mon premier livre, en tout cas, le premier manuscrit que j'ai écrit, je l'ai écrit à mes 17 ans. Je l'ai commencé à mes 17 ans, voilà.
Vraiment, je l'ai commencé à mes 17 ans, même 15 ans, tu vois, le premier manuscrit. Et je ne l'ai pas encore publié. Parce que l'audace de s'engager n'était pas mon premier livre, pour le dire vrai. Tu vois, mon premier livre, je l'ai écrit en 2006. Mais je ne l'ai pas encore publié. C'est toujours à le stade d'essai et j'hésite à le publier. Peut-être que je le publierai un jour. Mais donc du coup, pour te dire, voilà, moi c'est franchement c'est depuis le collège, pas forcément le primaire, mais vraiment quand je suis parti au collège, c'est là où j'ai eu vraiment un amour très profond pour les livres. Je savais pas pourquoi, mais en grandissant, c'est très bien que c'est quelque chose qui te permet d'avoir beaucoup de connaissances et d'apprendre beaucoup de choses, bien évidemment. Et je pense que c'est quelque chose qui occupe vraiment une place très importante dans ma vie. Ma femme me dit souvent que même si tu as des problèmes financiers, je sais que tu vas toujours courir pour acheter des livres, tu vois. Donc, du coup, si je devais t'en citer par exemple 5 qui m'ont vraiment marqué, les mémoires d'Abdou Diouf en 5e position m'ont vraiment marqué, tu vois. Parce que c'est un ouvrage, et je le recommande fortement, qui permet de comprendre toute l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays. Parce qu'Abdou Diouf, c'est quelqu'un qui, à 25 ans, était gouverneur de la région du Sine Saloum. À 25 ans. C'est très rare aujourd'hui dans le contexte sénégalais de voir quelqu'un à 25 ans, genre qui a quand même cette fonction administrative très importante à 25 ans. Et donc voilà, au fur et à mesure de la lecture, tu apprends beaucoup de choses sur la marche de notre État, sur l'indépendance, sur la posture qu'il a eu avec Senghor. Donc les mémoires d'Abdou Diouf. En 4e position, je dirais un livre que j'avais lu vraiment quand j'étais au collège ou au lycée qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est Ousmane Sembène, Les bouts de bois de Dieu. Vraiment, c'est un livre très intéressant, Les bouts de bois de Dieu d'Ousmane Sembène, avec la grève des cheminots. Tu vois, il y avait beaucoup de narration entre le Sénégal, Mali, tu vois, la région de Thiès avec les cheminots de Thiès, parce que Thiès était connu pour être la région du rail, quoi. La région du rail. Voilà. Ça, c'est en 4e. En 3e position, comme livre qui m'a quand même marqué, je dirais un ouvrage d'Amadou Hampâté-Bâ. Donc, Amadou Hampâté-Bâ, le livre, il s'appelle Thierno Bokia, le sage de Bandiagara. Donc, c'est un ouvrage majestueux. Vraiment, je devrais même le classer en première position. Parce que je pense que franchement, c'est l'un des ouvrages qui m'aura le plus marqué de toute ma vie. Qui m'a le plus marqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même envie d'aller visiter le Mali grâce à ce livre d'Amadou Hampâté-Bâ. Parce qu'Amadou Hampâté-Bâ, c'était un Malien, un grand penseur, tu vois, qui a écrit beaucoup de livres. Mais vraiment, Thierno Bokia, c'était un sage. C'était un vieux qui était d'une érudition extraordinaire. Vraiment. Un Malien qui était de la région de Tombouctou, vers Tombouctou, Mopti, tout ça. Et c'est quelqu'un qui me donne aujourd'hui envie d'aller d'aller visiter la région de Nioro du Sahel. Nioro du Sahel, c'est à la frontière avec la Mauritanie. Mais il dit vraiment, franchement, je te le recommande et je le recommande à tous les gens qui vont suivre cette interview. Thierno Bokia, le sage de Bandiagara, d'Amadou Hampâté-Bâ. Ça, c'est le 3e. 2e livre qui m'aura quand même marqué, c'est notre livre. Ah ouais, l'audace de s'engager. Par contre, moi, faut que je l'achète. Où est-ce que je pourrais le trouver? Parce qu'il faut que je le lise. Il est disponible sur Amazon. Super. Il est disponible sur Internet. Il suffit que tu tapes l'audace de s'engager, tu le verras. Sur Fnac, tu peux facilement le commander. Pour les gens qui sont au Sénégal, ils peuvent aussi le commander très facilement et ils vont l'avoir très rapidement. En dernier lieu, aussi un autre livre qui m'aura marqué. Qu'est-ce que je peux dire là dans ma bibliothèque? Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, le protocole de l'Élysée, il est pas mal aussi. Je trouve qu'il est très très bien. Le protocole de l'Élysée de Thierno Alassane Sall. Je pense que aussi c'était un ouvrage politique qui est très intéressant. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec Thierno Alassane Sall, mais quand même, on découvre beaucoup de choses dans son ouvrage. On découvre que c'était l'une des personnalités qui, en tout cas, a été l'une des premières personnalités qui a été voir le président de la République pour lui dire: bon, monsieur le président, il faut que tu diminues mon salaire de 12 millions parce que c'est énorme pour un DG de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes. Tu vois, à l'époque, il y avait Mimi Touré en tant que Premier ministre et il a été le voir pour lui dire: vous diminuez mon salaire parce que c'est énorme dans un Sénégal de 2012 où les gens ont des problèmes de nourriture, etc. Tu vois. Donc voilà, pour te faire... super. Ouais, en tout cas, Bokar, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris, comme à chaque fois que je regarde tes vidéos. Ça a été instructif, enrichissant, impactant, inspirant.
et c'est vraiment un honneur pour moi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi? Et je te laisse si tu as des trucs à promouvoir ou tes formations ou tout ce que tu veux. Bah, c'est cool, c'est cool. Enfin, franchement, merci à toi aussi. Enfin, j'ai même pas vu le temps passer, tu vois. C'est c'est super intéressant. Franchement, merci. Moi, j'aime beaucoup aussi ce que tu fais. Tu vois, j'ai été voir quand on m'a parlé de toi, et je l'ai dit, on m'a parlé de toi il y a très longtemps, d'accord? Donc, je me suis abonné à ta chaîne YouTube, tu vois. Je vois les contenus digitaux que tu réalises pour motiver les gens, motiver les jeunes, tu vois. Pour moi, c'est hyper important. Tu vois, c'est très important qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse créer des choses. Parce que le débat public sénégalais n'appartient pas à une minorité. Tu vois, chacun a son rôle, sa partition à jouer pour le développement de notre pays. Depuis sa petite échelle, hein, tu vois. Et franchement, sois fier des gestes que tu es en train d'accomplir. Parce que c'est pas évident, ça prend. Moi, je suis créateur de contenu, tu vois. Je sais ce que ça peut prendre comme temps, comme Ah énergie, ouais, tu vois, ouais. comme vie personnelle, parce que on a quelquefois trois temps. Hein. On a un temps familial, un temps professionnel, ou limite on a deux temps, temps personnel, temps familial. Hein. Tu vois, c'est pas pour rien que dans les ressources humaines, on parle d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, tu vois. Donc tu empruntes beaucoup de ton temps personnel ou même familial, encore une fois, et je peux même parler de toi, temps personnel, familial, professionnel, pour réaliser tout ce que tu réalises. Donc franchement, félicitations à toi. Sois hyper fier de ce que tu réalises parce que je trouve que c'est hyper Merci. important, tu vois, de montrer Merci des beaucoup. gens. Parce qu'au Sénégal, beaucoup de gens ont des parcours extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Et aujourd'hui, le taux de pénétration d'Internet au Sénégal est quand même en train d'avancer. Il y a des choses qui marchent au Sénégal. Et je l'ai dit dans un des contenus que j'ai créé. Tu vois, presque 90% aujourd'hui des Sénégalais utilisent Internet. Et dans les 90%, 80% plutôt se connectent via la téléphonie mobile. Et le taux de pénétration d'Internet au Sénégal est très poussé aujourd'hui. On est à des taux qui avoisinent les 46%, les 50%. Moi, par exemple, il y a 5 ans chez moi, il n'y avait pas le Wi-Fi. Je pars au Sénégal, il y a le Wi-Fi chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on utilise donc ces technologies, quoi. À bon escient, bien sûr. Il faut que des vidéos comme celles que tu réalises, bah, que les gens puissent venir voir. Bah, les vidéos que je réalise, pareil que d'autres réalisent, il faut que les gens puissent venir voir. Et qu'on arrête le divertissement et l'abrutissement, quoi. Tu Ouais, vois? surtout ça. Ouais. Mais franchement, il faut qu'on arrête ça. Après, c'est vrai. Il faut qu'on se divertisse dans la vie, c'est normal, tout n'est pas professionnel. Voilà. Mais à un moment donné, les gars, il faut qu'on se forme. Et la meilleure façon de se former, bah, c'est par exemple d'écouter des podcasts comme tu réalises, des vidéos, tu vois, celles que tu réalises, etc. Donc franchement, je tenais à le dire, félicitations par rapport à tout ce que tu fais. Merci bien. Maintenant, par rapport à nous, bah, merci pour l'invitation. J'ai été très très ravi de discuter de tous ces sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre, qui aime beaucoup discuter sur les enjeux publics sénégalais. Et, et quelquefois, ça prend même le temps sur mes activités entrepreneuriales, tu vois. Donc du coup, bah, écoute, nous, n'hésitez pas à nous suivre sur Sunugal Cheganam, donc une chaîne YouTube. Il suffit que vous tapez Sunugal Cheganam sur Facebook ou mon nom, Bokar Fofana, vous verrez la chaîne YouTube. On prépare beaucoup de choses pour les élections présidentielles. Voilà, j'ai envie de faire franchement beaucoup de choses avec les élections présidentielles qui vont arriver. Montrer les candidats, parce que moi j'ai envie qu'on n'élise plus un président par défaut. Tu vois, il y en a marre d'élire des présidents par défaut. Ah ouais, ouais, Voilà, ça je suis on d'accord. prévoit Ouais. vraiment beaucoup de choses. Voilà, on va aller explorer le programme présidentiel des candidats, etc. pour en parler, débattre, pour que les gens puissent faire des choix, quoi, tu vois. Et j'ai envie vraiment de faire beaucoup de reportages sur les élections présidentielles 2024 au Sénégal. S'il faut aller sur le terrain au Sénégal, le faire, etc. Donc ça arrive, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Pour le livre, pareil, vous pouvez le choper sur Internet. Il suffit pour les gens de la diaspora de le taper sur Google, l'audace de s'engager, et vous le verrez. Les gens qui sont au Sénégal, bah, il suffit d'aller à la maison d'édition Harmattan qui nous a édité pour avoir le livre. Pour notre cabinet de conseil Human Resources Advising, pareil, on a un site web en www.humanresourcesadvising.com et vous verrez tout ce qu'on fait pour ne pas être trop long. L'information, oui, là en ce moment, il y a une formation qu'on est en train de déployer qui s'appelle La pratique et l'insertion professionnelle au Sénégal, où on enseigne aux jeunes Sénégalais comment se professionnaliser, quels sont les soft skills, les hard skills qui sont hyper importants à avoir au quotidien pour réussir à s'intégrer dans une entreprise et pour réussir à trouver un job d'emploi, un stage, etc., etc. Tu vois.
On va leur apprendre aussi le contrat de stage pour qu'ils connaissent leurs droits. Quand tu es en CDI aussi, quels sont les droits et vos devoirs en tant que salarié. C'est très important. Et voilà, n'hésitez pas en cas de besoin à nous contacter sur nos réseaux, nos adresses mail, voilà. Et tout. Donc merci, franchement, merci Céline pour... Non, non, mais le plaisir est pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, je vais mettre tous ces différents liens dans les show notes comme d'hab. N'hésitez pas à écrire Bokar pour partager ce que vous avez appris dans cet épisode. Et comme d'hab, on est là pour s'inspirer, à inspirer avant d'expirer. En attendant, à la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.